Je propose qu'avant d'en venir au point sur la réforme du statut de Paris, pour que Lénine Bouygues nous dise un mot du point Paris Emploi MDEE. Monsieur le maire, merci beaucoup. C'est bien que je puisse vous donner quelques informations sur le domaine de l'emploi, sur ce que fait Paris à côté de l'ensemble des structures, qu'elles soient associatives ou publiques, et à côté de Pôle emploi. La délibération qui nous est proposée dans ce cadre par la direction de l'attractivité et de l'emploi porte en fait sur le transfert de l'association PLI Paris Nord-Est, c'est-à-dire Plan local d'insertion pour l'emploi de Paris Nord-Est, qui est l'un des opérateurs emploi à Paris, pour la gestion des locaux des maisons de l'emploi des anciennes MD2E, donc du 10e et 18e arrondissement, donc situé pour le 18e au 164 rue Ordener. Voilà, je voulais mettre peut-être l'accent sur le fait que depuis 2014, la ville de Paris a lancé une importante réforme pour moderniser le service public parisien de l'emploi. Et c'est à ce titre que donc les anciennes maisons des entreprises et de l'emploi sont transformées en lieu d'accueil des Parisiens en recherche d'emploi. Et c'est donc 6 points d'accueil Paris Emploi, qui sont des services d'accueil, d'information, d'orientation généraliste, à l'attention évidemment à destination de tous les Parisiens en recherche d'emploi, de réorientation professionnelle ou de formation. Et donc, c'est ce local de l'ancienne MD2E du 164 rue Ordener qui est donc aujourd'hui confié par cette délibération au PLI de Paris Nord-Est qui vient en fait de prendre une nouvelle envergure puisque après sa fusion avec la maison de l'emploi de Paris, qui a cessé ses activités à la fin de l'année, en fait, une nouvelle association est née, qui s'appelle Ensemble Paris Emploi Compétences. Donc, elle est née le 27 janvier dernier. Et donc, cette structure vise à porter les activités du PLI d'une part et accentuer tout le travail qui avait été initié à la fois par la Maison de l'Emploi et le PLI, en faire un guichet unique sur les clauses sociales, ce qui permettra de développer le volet d'insertion par l'emploi à travers les clauses sur l'ensemble de Paris et en particulier y compris avec l'approche banlieue. Voilà. Vous dire aussi que cette association, donc, à travers le plan local d'insertion et d'emploi, va s'étendre à tous les quartiers politiques de la ville de Paris, à savoir, donc, aujourd'hui, le PLI travaille dans le 11e, 12e, 18e, 19e et 20e, et donc, il va étendre son action aux quartiers politiques de la ville des 10e, 13e et 14e arrondissements. Voilà. Pour le 18e, évidemment, je vous le disais tout à l'heure, à côté des structures de proximité qu'on peut avoir dans les quartiers, à côté de Pôle emploi, le PLI continue ce travail et de mise à l'emploi pour les personnes les plus éloignées. Et c'est vrai que le fait de pouvoir installer les locaux qui étaient dans un tout petit local, rue Saint-Mathieu, à côté de l'église Saint-Bernard à la Goutte d'Or, de pouvoir les installer rue Ordener sur un point nettement plus accessible et dans des locaux rénovés, c'est le gage de maintenir une équipe en dynamique pour le mieux aider possible les demandeurs d'emploi. Merci beaucoup pour ces informations utiles qui marquent l'engagement dans la ville, dans la politique pour l'emploi. Donc j'ai vu que Daniel Prémel souhaitait prendre la parole. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Non. Donc Daniel Prémel. Oui, je crois qu'on peut que se féliciter, en tout cas, de cette évolution du PLI. Je voulais juste rappeler, pour la petite histoire, que le PLI, à ses débuts en 2005, avait été abrité dans ces mêmes lieux et qu'il retourne maintenant dans ces lieux, mais pas dans une seule pièce, mais il utilise tout et qui lui donnera effectivement toute la possibilité de pouvoir continuer son développement. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le maire, juste un petit détail que j'ai oublié de vous dire. Je voudrais vous annoncer que, comme vous le savez, chaque année, la mairie du 18e organise un forum emploi et que le prochain forum emploi, qui permettra toujours de mettre en relation l'offre et la demande pour les emplois, aura lieu le 5 avril prochain ici. Merci.
Avant d'en venir à la réforme du statut de Paris, je voulais laisser la parole quelques instants à Nadine Mézance, qui va nous parler de la programmation sur les violences, les violences faites aux femmes que nous avions été contraints d'annuler et que nous reprenons. Nadine Mézance pour quelques instants. Merci Monsieur le maire. Je suis bonne. Oui. Alors, suite au tragique événement de novembre dernier, l'ensemble de la programmation sur les violences faites aux femmes dans le cadre de la journée du 25 novembre a dû être reportée. Après avoir eu plusieurs réunions de préparation avec le réseau Violences faites aux femmes du 18e, nous avons convenu de maintenir l'ensemble de nos actions dès le début de l'année 2016. La première de ces actions aura lieu donc ce vendredi 5 février, avec la diffusion d'un film, Les Insoumises, qui est lié directement avec la journée du 6 février, la journée mondiale de lutte contre l'excision, qui sera suivi d'un débat animé par des associations comme l'Ipter des femmes et la CIMAD. Cette action sera la première de notre programme qui s'étalera jusqu'en juin. Par ailleurs, l'actualité concernant le cas de Jacqueline Sauvage et sa fin heureuse, la grâce présidentielle partielle, est un espoir pour toutes les femmes victimes de violences conjugales. Il faut continuer le combat et permettre aux victimes de trouver les soutiens nécessaires, tant à travers les associations que les institutions, pour que le cas de Jacqueline Sauvage ne se reproduise pas. Merci. Merci beaucoup, et merci beaucoup de rappeler notre engagement important sur cette question essentielle pour la vie de nombreuses femmes dans nos quartiers, dans toute la France, mais aussi dans nos quartiers. Et donc, je suis très heureux qu'on puisse reprendre cette programmation qu'on avait été contraint d'annuler. On en vient au débat concernant la réforme du statut de Paris. Certains le savent, c'est pas un sujet qui avait à être soumis aux mairies d'arrondissement, mais j'ai souhaité, comme je crois la totalité des maires d'arrondissement, que nous répondions à la demande de la maire de Paris d'organiser un débat sur cette question dans les conseils d'arrondissement. Débat qui ne fera pas l'objet d'un vote, mais seront présentés au Conseil de Paris, a priori 3 vœux qui vont permettre au Conseil de Paris de s'exprimer sur ce qu'il souhaite, ce que nous souhaitons pour l'évolution de notre ville. D'abord, pourquoi est-ce que on continue à faire évoluer, ou on souhaite continuer à faire évoluer le statut de Paris? Paris, depuis qu'elle est à nouveau dotée d'un maire, a déjà connu beaucoup d'évolutions. La première s'étant traduite d'ailleurs dans la loi Paris-Lyon-Marseille avec l'élection des conseils d'arrondissement et des maires d'arrondissement au suffrage universel direct, qui était une progression démocratique importante après que soit réapparu un maire de Paris, puisque Paris a longtemps été privé d'un maire. Donc Paris a évolué dans les années 80 avec Jacques Chirac. Paris a beaucoup évolué aussi avec Bertrand Delanoë dans 2 dimensions. D'abord celle de la déconcentration. Beaucoup de compétences qui étaient avant dédiées uniquement à l'hôtel de ville ont été redescendues vers les arrondissements. Et il l'a fait évoluer dans une autre dimension essentielle qui est celui de la naissance de la participation des citoyens à Paris, à la fois avec des engagements personnels, les comptes rendus de mandat, les réunions de concertation, mais aussi avec des évolutions législatives qui ont été portées par mon voisin de gauche, Daniel Vaillant, à l'Assemblée nationale, quand il était ministre de l'Intérieur, au travers de la loi de démocratie de proximité, qui a continué à améliorer la pratique démocratique dans nos villes, et notamment à Paris. Et aujourd'hui, il paraît normal que nous continuions, que nous apportions nous aussi notre pierre à cet édifice de l'évolution du statut de Paris, de sa modernisation, de l'évolution du rôle des arrondissements et des mairies d'arrondissement, et puis pour prendre en compte ce qu'est aujourd'hui Paris et ce qu'est le nouvel environnement dans lequel Paris se situe, la métropole d'un côté et la nécessité d'avoir des politiques de proximité de l'autre. Alors, quelles sont les évolutions qui sont prévues ou demandées? Elles sont de 3 dimensions, ce qui explique qu'il y a a priori 3 vœux qui seront présentés au Conseil de Paris. La première dimension concerne la fusion entre la ville et le département, parce que beaucoup de Parisiens ne le savent pas, mais il y a à Paris une municipalité et puis il y a aussi un département qui exerce les compétences dévolues aux assemblées départementales. Et d'ailleurs, les conseillers de Paris sont aussi conseillers départementaux, même s'ils ne sont pas élus. Même, il n'y a pas d'élection départementale à Paris, mais il y a pour autant un conseil départemental. Et donc, le souhait est d'arriver à fusionner ces 2 entités qui n'ont d'existence finalement plus que dans les textes, en tout cas pas dans les têtes, ni dans les pratiques. C'est un enjeu qui est essentiellement de simplification administrative et même, disons-le, de simplification comptable, qui va permettre à la ville de Paris d'avoir un seul budget, qui va permettre aux compétences, notamment à caractère social, d'être intégrées au budget de la ville de Paris.
Elle a une dimension supplémentaire pour nous qui sommes des élus d'arrondissement, puisque aujourd'hui les conseils d'arrondissement n'ont pas à connaître, même si la maire de Paris a souhaité que nous soient soumis pour information les délibérations départementales, n'a pas à connaître de beaucoup de sujets qui ont trait uniquement au département, et c'est le cas notamment des compétences sociales, mais c'est aussi le cas d'un sujet qui, moi, m'apparaît comme extrêmement important, qui est celui des collèges. Et donc, les conseils d'arrondissement pourront, si la fusion est faite, être beaucoup plus liés et travailler beaucoup mieux sur ces sujets, et notamment sur celui de la gestion des collèges, qui aujourd'hui est centralisé et qui, je crois, mériterait d'être déconcentré, même si ça va exiger de la part des arrondissements un peu plus de travail. Mais je pense que c'est une évolution positive, et d'une certaine façon, ça permet d'élargir les compétences des arrondissements aux compétences départementales. Mais c'est une évolution qui a quand même une vocation essentiellement administrative. La deuxième évolution qui est souhaitée, c'est de rapprocher le statut de Paris du statut de droit commun des municipalités. Paris est certes la capitale de la France, mais nous ne sommes plus, a priori, au temps des grandes révolutions, de la mobilisation du peuple de Paris contre l'État, d'autant moins que l'État est républicain aujourd'hui, et il est temps qu'un certain nombre de compétences qui sont normalement dévolues aux municipalités le soient aussi à Paris. Certaines, pas toutes, et les discussions continuent entre la ville de Paris, la préfecture de police, la préfecture de région, et puis bien sûr l'État et le gouvernement, pour faire en sorte qu'un certain nombre de compétences nous reviennent, même si l'État garderait bien sûr les compétences qui sont vraiment d'essence régalienne, au premier rang desquelles la question de la police et la question de la sécurité. On reste la capitale de la France, et c'est pas absurde que l'État soit chargé de protéger la sécurité dans sa capitale. Mais on peut avancer sur les questions de circulation, sur la question du contrôle du stationnement, sur la question importante aussi pour nous dans le 18e, qui est la lutte contre l'habitat insalubre. Et il serait utile que la ville dispose en la matière de plus de compétences, et je crois que les discussions avancent bien entre la ville et l'État. Et puis le troisième élément de cette réforme, qui est peut-être celui qui, pour nous, est le plus visible ou le plus important, c'est l'évolution du nombre. Ça nous concerne un peu moins, du nombre et du statut des arrondissements. Du nombre parce que, chacun le sait, les disparités de population entre les arrondissements, les petits arrondissements et les gros arrondissements à Paris sont très importantes, ce qui n'est pas un problème en soi. Le Conseil constitutionnel, la loi n'interdit pas qu'il y ait des disparités de nombre d'habitants dans les arrondissements, mais qui est un problème pour la représentativité du Conseil de Paris, puisque les conseillers de Paris, issus des différents arrondissements, ont une représentativité qui diffère de plus de 20% entre le conseiller du premier arrondissement et les conseillers d'autres arrondissements, et c'est une divergence qui est trop importante. Le Conseil constitutionnel a par 2 fois déjà rappelé à la ville de Paris qu'il fallait corriger la représentativité du Conseil de Paris pour faire en sorte que chaque conseiller, grosso modo, vale autant d'électeurs. C'est d'ailleurs à cause de cette disposition qu'un problème est né dans la désignation des membres parisiens de la métropole, puisque nous sommes les seuls à désigner les membres du Conseil métropolitain à l'intérieur du Conseil de Paris, et à ne pas les désigner directement comme ça l'est pour les autres villes sur les listes électorales. Et donc il y a là un biais à corriger, et qu'il est indispensable de corriger le plus vite possible, sauf à ce que le Conseil constitutionnel un jour invalide un scrutin à Paris, considérant que le Conseil de Paris n'est pas représentatif ou n'est pas suffisamment représentatif de la population de Paris. C'est pourquoi la proposition est faite non pas fusionner, mais de regrouper les 4 arrondissements du centre de Paris et d'en faire un seul secteur, je ne sais pas comment il s'appellera au bout du bout, un seul secteur qui représentera grosso modo 100 000 électeurs, un peu plus, 108 000 électeurs, ce qui est quand même presque moitié moins de ce que nous sommes nous, mais ce qui permet au Conseil de Paris de se rapprocher, de réduire les écarts de 20 à 6 ou 8%, ce qui est quand même très raisonnable, et ce qui est conforme d'ailleurs à ce qui peut exister dans d'autres villes. Et je crois que c'est un élément très important, sachant bien sûr que l'objectif n'est pas de faire disparaître les arrondissements centraux, puisque faire disparaître les arrondissements centraux amènerait à devoir changer la numérotation de Paris, et notamment les codes postaux, et je pense que ce serait un peu compliqué. Donc chaque habitant de Paris continuera à habiter dans son arrondissement, et on ne deviendra pas le 15e arrondissement.
c'est pas prévu. Mais les 4 premiers arrondissements seront regroupés. Il y aura un seul ou une seule maire et un seul conseil d'arrondissement ou un seul conseil de secteur, je ne sais pas comment on appellera ça, pour les 4 premiers arrondissements. Mais pour nous, l'enjeu essentiel, et c'est pour moi un des sujets sur lesquels on a le plus travaillé, c'est bien sûr l'évolution des comportements, des compétences qui sont directement exercées par la ville et celles sur lesquels les arrondissements auront de manière plus importante leur mot à dire. Quelques évolutions sont en discussion. C'est le cas sur les questions de propreté. C'est le cas aussi sur les questions d'autorisation d'urbanisme, notamment d'autorisation de terrasse, où on donne un avis mais qui n'est pas forcément suivi. Et on a un peu de mal à savoir qui fait quoi en la matière. Et c'est le cas aussi, je l'ai dit, de la question des collèges, qui je crois mériterait d'être déconcentrés plus encore, parce qu'on voit bien les difficultés qu'il y a à les gérer centralement. Et donc c'est une façon pour nous d'être plus efficace et plus proche des citoyens, ce qui est quand même l'essentiel. Donc les discussions sur tous ces sujets vont se poursuivre parce que, pour le coup, une évolution législative est nécessaire et donc il faut que le Conseil de Paris puisse proposer, j'espère de la façon la plus rassemblée possible, des modifications aux législateurs, d'abord au gouvernement puis au Parlement. Il y a donc un enjeu à aller assez vite puisqu'on connaît les délais de la loi et il faut que le gouvernement puisse être saisi rapidement de propositions pour pouvoir que le gouvernement puisse présenter un texte au gouvernement, j'espère d'ici l'été, sinon ça va être difficile d'aller au bout dans cette mandature. Des groupes de travail se sont réunis à une assez grande fréquence entre les mairies d'arrondissement, les adjoints à la maire de Paris concernés, les présidents de groupe. Ça fait quand même maintenant un certain nombre de mois qu'on débat de l'ensemble de ces sujets. D'autres réunions, bien sûr, sont encore prévues, notamment sur tous les sujets et c'est le cas de l'évolution du rôle des arrondissements qui ne relève pas de la loi, mais qui relève pour une bonne part de notre propre initiative. Mais le prochain Conseil de Paris sera saisi de vœux sur ce sujet et permettant qu'avant la fin de l'année 2016, l'évolution du statut de Paris soit adoptée. Voilà pourquoi il m'a semblé utile que nous en discutions ici ce soir. Encore une fois, que nous puissions échanger, en fait, plus que décider, puisque nous n'avons rien à décider. Mais qu'en tout cas, les conseils d'arrondissement en soient aussi saisis. C'est important parce que c'est au fond de la façon dont nous administrons la ville qu'il s'agit et c'est normal que nos conseils d'arrondissement puissent aussi s'exprimer. Voilà pourquoi je vais proposer à ceux qui le souhaitent de prendre la parole. Donc, Monsieur Honoré, Madame Bridier, Madame Méal, Madame Prémel ou Monsieur Briand Court tous les deux. Très bien. Alors, Monsieur Honoré. Oui, je parle à l'absence de Pierre Bournazel qui va intervenir sur ce sujet au Conseil de Paris. Donc on aura l'occasion de parler de l'opportunité de fusionner ou pas les 4 premiers arrondissements de Paris. Je voulais simplement dire que ce que nous proposerons dans l'élaboration du nouveau statut de Paris, c'est 2 points, qui est ce que nous disons d'ailleurs depuis longtemps, à savoir l'élection du maire de Paris au suffrage universel direct et non plus de passer par les arrondissements, ce qui en particulier ferait éviter qu'un maire de Paris soit élu alors qu'il est en minorité et qu'il n'a pas la majorité sur la population de tout Paris. Et deuxièmement, on pourrait aussi demander une modification de la loi qui permettrait qu'il y ait véritablement une vraie police municipale. Vous savez que Madame Hidalgo, sans vouloir faire de polémique, mais simplement en lisant les différentes interventions qu'elle a faites, hésite un peu à savoir. Alors, bien entendu, elle ne parle pas de police municipale, mais enfin, elle emploie d'autres termes. Mais enfin, en tout cas, ce qui est nécessaire et qui nous paraît indispensable, c'est qu'à Paris, il y ait une police municipale. Voilà donc ce que je voulais dire. Peut-être que Pierre-Yves aurait été un peu plus complet sur cette question. Je vous le répète, il interviendra au Conseil de Paris. Mais voilà les 2 éléments essentiels que je voulais aborder. Merci. Galabridier, puis Fadi Laméal, Daniel Prémel, Gérald Briand, Jean-Bernard Brault, Daniel Vaillant. On va essayer chacun de faire cursif. Alors pour le groupe écologiste, je voulais vous dire que nous soutenons ce projet de réforme, cette volonté de réformer le statut de Paris.
projet qui n'était pas dans le projet de campagne de Madame Hidalgo, comme quoi il ne faut pas s'interdire d'avoir de bonnes idées en dehors du projet sur lequel nous avons été élus. Et pourquoi nous le soutenons? Nous le soutenons pour plus d'efficacité, pour l'amélioration de l'égalité des Parisiens et des Parisiennes devant le service public. Je rappelle, il me semble que ça n'a pas été dit, qu'il y a un écart de 1 à 5 entre les petits et grands arrondissements par rapport au nombre de personnel par arrondissement. De mémoire, dans les petits arrondissements, c'est un agent pour 500 habitants, et dans un arrondissement comme le nôtre, c'est un agent pour 2500. Donc il y a là des disparités importantes qu'il convient de réduire. Et puis, effectivement, nous soutenons également ce projet pour l'amélioration de la représentativité des élus que nous sommes, comme cela a été dit. Sur la question de la fusion ville-département, effectivement, nous pensons que cela va dans le sens de l'histoire, que c'est assez logique. Les Parisiens et les Parisiennes ne distinguent pas la ville et le département dans leur quotidien. Et par ailleurs, avec la mise en place de la métropole, les départements, nous le pensons, deviennent, et c'est une réflexion qu'il y a depuis longtemps dans ce pays, les départements deviennent peut-être des entités qu'il faut revoir. Sur la question de la fusion des petits arrondissements, nous regrettons qu'il n'y ait pas une réflexion plus poussée sur l'opportunité et l'éventualité de fusionner d'autres arrondissements au regard de ces mêmes questions d'égalité devant les services publics et d'accès aux services. Voilà, sur les transferts de compétences, cela a été dit. Je pense que c'est important de souligner que vis-à-vis des transferts de compétences de l'État vers la ville de Paris, nous espérons bien que ces transferts s'accompagneront de transferts de moyens, ce qui n'a pas tout à fait l'air d'être gagné. Or, il y a une vraie bataille à mener là, même si on peut vraiment se féliciter que l'avancée des discussions avec la préfecture de police pour que les compétences de droit commun, généralement des villes, reviennent enfin à la ville de Paris. Cependant, se posera à un moment ou à un autre la question des moyens. Et enfin, on voudrait aussi souligner que cette réforme ne doit pas, que dans cette réforme, on ne doit pas s'économiser d'une réflexion aussi sur une plus grande proximité dans les grands arrondissements notamment, et que dans cette fusion qu'il y aura pour créer un ou plusieurs secteurs, on verra. N'oublions pas l'importance de la proximité et l'importance de garder des services implantés au plus près des citoyens, comme nous le demandons dans les grands arrondissements via l'implantation de mairies annexes, de centres sociaux, etc. Voilà à peu près la position des écologistes. Donc nous soutiendrons ce projet tout en demandant d'aller un petit peu plus loin. Ça sera l'objet des discussions en vue du Conseil de Paris. Je terminerai juste en disant un peu plus loin, y compris en termes de compétences pour les maires d'arrondissement. Il nous semble que les compétences aujourd'hui qui seraient déconcentrées vers les maires d'arrondissement pourraient être un peu plus importantes et un peu plus impactantes, si j'ose dire, pour les habitants. Merci Madame Méal, puis Madame Prémel. Merci, Monsieur le maire. Vous connaissez peut-être la position du groupe UDI-MODEM, puisque nous avons fait un communiqué la semaine dernière qui explicite de façon très claire notre position. D'emblée, je veux le rappeler, les centristes appelaient depuis longtemps à un débat sur la modernisation de la gouvernance de la capitale,
Et c'est vrai que nous, pour cette raison, nous avions accueilli avec beaucoup de bienveillance la décision de la maire de Paris d'initier un groupe de travail en choisissant d'y participer. Nous siégeons dans ce groupe et nous sommes extrêmement actifs. Pour autant, c'est vrai que c'est une demande qui avait été déjà demandée par le groupe et nous ne comprenons pas trop bien l'accélération finalement du calendrier. Je voudrais quand même dire quelques mots sur la méthode. Cette accélération qui est assez inquiétante dans la mesure où cette réforme, qui est très importante, cette réforme de gouvernance de cette ampleur, il me semble qu'elle commandait peut-être un temps de réflexion en profondeur afin d'éviter les dérives politiciennes, et j'y reviendrai. Sur la méthode, les travaux du groupe de travail ne sont pas terminés. Deuxièmement, d'ailleurs, une prochaine réunion est prévue le 4 février, sans ordre du jour. Aucun document final n'a été établi par le groupe de travail dont les groupes politiques devaient, en principe, fournir une contribution. Et, cerise sur le gâteau, le vendredi, je crois que c'était dans la presse, à la surprise générale, les Parisiens peuvent donner leurs avis sur id.fr pour faire des propositions sur le statut, sur la réforme de Paris. Ils ont donc jusqu'au 15 février, jour en effet du Conseil de Paris, pour traiter un sujet aussi complexe sans même qu'un travail pédagogique ait pu avoir lieu. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui nous inquiète compte tenu de l'importance du sujet. Sur le fond, vous l'avez dit, c'est, je dirais, une fusée à plusieurs étages. Alors, sur le premier étage, on ne peut être que d'accord, en effet, sur la fusion ville-département. Ça ne fait pas débat dans la mesure où cela viendrait entériner un état de fait et ne peut constituer d'ailleurs qu'une modification comptable. Donc, nous sommes pour. Sur les transferts de compétences de l'État à la ville proposés par l'exécutif, pour nous, en effet, je crois, comme certains collègues l'ont souligné, nous trouvons que c'est quand même assez timide et c'est vrai que nous souhaitons bien évidemment un retour du droit commun des collectivités, sans quoi la capitale d'ailleurs ne pourra pas sortir de ce cadre obsolète. Et c'est vrai que pour le moment, autant le dire de façon franche, on verra comment ça évoluera, mais le compte n'y est pas. Et c'est vrai que les propositions de l'exécutif restent encore très corsetées par la tutelle de l'État, sans oser aller, disons-le, davantage de subsidiarité vers les arrondissements. Alors, c'est vrai que la ville va récupérer des pouvoirs du préfet de police, mais pourquoi ne pas aller si loin pour affirmer la création d'une police municipale? Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu un tabou dans la majorité, même si ce qui va être créé lui ressemble grandement. Et c'est vrai que, par exemple, la ville récupérera la compétence sur les troubles du voisinage. Elle doit le faire dans sa totalité et non pas simplement, c'est un exemple, des troubles de voisinage professionnels comme cela est proposé. Donc, sur cette question-là, nous restons toujours en attente, comme d'autres groupes, pour que nous puissions aller plus loin. Alors, après, évidemment, c'est la troisième plan de la fusée, et on va parler du redécoupage des arrondissements par le regroupement des 4 arrondissements. Autant vous le dire que nous y sommes défavorables, fortement défavorables, parce que c'est vrai que ça prend l'apparence d'un tripatouillage un peu électoral un an avant ou un an et demi avant les législatives, et c'est vrai que nous considérons qu'en l'état, les arguments que vous avancez du Conseil d'État ne sont pas, puisqu'il y a des arguments en effet qui sont tout à fait opposables. Nous nous considérons que l'intangibilité des 20 arrondissements parisiens comme l'échelon territorial historique de proximité et que pour nous c'est un impératif. Et donc c'est vrai qu'en conclusion, au regard de la volonté de votre exécutif d'imposer ce calendrier aussi contraint que de la faiblesse des motifs soulevés, nous sommes vraiment dans l'attente d'une clarification pour pouvoir, encore une fois, prendre nos responsabilités vis-à-vis de cette réforme qui était attendue, qui était soutenue par notre groupe et pour laquelle, en tout cas sur le troisième élément, nous restons extrêmement vigilants et opposés. Merci. Madame Prémel, Monsieur Briand, Monsieur Brault, Monsieur Vaillant. Oui, rapidement, moi je voudrais faire état de plusieurs questionnements.
Effectivement, dans le premier point, qui est les pouvoirs de la maire de Paris, qui doivent être effectivement les mêmes pouvoirs que le maire de Marseille ou le maire de Lyon. Nous avons subi ici déjà le fait que zone internationale, nous n'avons pas pu intervenir, la maire n'a pas pu intervenir, et on voit qu'on le paye fort cher à Montmartre, puisque nous en sommes avec des boutiques des boutiques de bouche qui se vendent et des hôtels de luxe que le diocèse met en place. Donc je reviendrai pas là-dessus en disant qu'on est plutôt positif par rapport au fait que la maire de Paris puisse avoir les mêmes prérogatives que les autres maires. Toutefois, il nous reste un problème. Et quand j'entends effectivement les personnes de la droite réclamer à corps et à cri une police municipale, cela m'inquiète un peu. Cela m'inquiète parce que quelle police municipale? Qu'est-ce que vous entendez? Or qu'on peut voir comment l'évolution des missions des ASP existantes maintenant peut se faire. Donc je crois qu'il faudra vraiment se poser sur cette question-là. Sur le deuxième point, qui est la fusion, effectivement, au niveau ville-département. Sur la fusion ville-département, je crois qu'il y a plusieurs choses à voir. Effectivement, à l'heure actuelle, et nous on le vit en tant que conseiller de Paris, une gestion qui se fait de la même façon pour l'instant entre ville et département. Toutefois, il y a plusieurs points. Je rappelle, parce qu'on le rappelle très souvent en Conseil de Paris, la dette de l'État au département, j'espère, ne va pas passer dans les oubliettes à l'occasion de cette fusion. Le deuxième point, c'est sur le département. On sait aussi qu'il s'occupe de tout ce qui est de la prévention spécialisée et qu'on se demande aussi si ce passage-là va maintenir une qualité de travail dans ce domaine-là. D'autre part, effectivement, la métropole se met en place et on se pose des questions aussi par rapport à la loi NOTRe ou la loi MAPTAM qui n'est pas effectivement stabilisée. Cette précipitation de faire une fusion ville-département, quelles conséquences ça peut avoir aussi pour les autres départements? Donc voilà nos questionnements. Le troisième point, c'est effectivement le redécoupage de Paris et la création effectivement d'un secteur 1, 2, 3, 4. Alors là, je crois qu'on touche, et moi j'ai découvert à cette occasion, les inégalités que nous vivions. Et quand je vois que nous avions le premier arrondissement, un agent donc pour 557 habitants, alors que sur notre arrondissement 18e, nous avons un agent pour 2180 habitants, effectivement, je ne peux que souscrire à plus d'égalité en fusionnant le 1, 2, 3 et 4. Toutefois, je crois que ça ne fera pas oublier que même si on fusionne, si on remet ces arrondissements ensemble, il ne faudra pas que la proximité leur soit enlevée, et je pense que c'est l'intention qu'il y a aussi de maintenir les services publics aussi dans ces arrondissements. Mais je crois que plus d'égalité par rapport aux arrondissements tels que le nôtre, c'est aussi ça, un service public égalitaire. Je vous remercie. Gérald Briand. Oui, très court, parce que Daniel a dit beaucoup. Juste pour dire notre attachement à qu'il y ait une réforme sur le statut. On trouve ça important. Il s'agit quand même de s'attaquer à une injustice qui remonte quand même à la Commune de Paris. Je rappelle que c'était pour punir les Parisiens de la Commune de Paris que le statut de Paris a été à ce point déformé. Donc il s'agit aujourd'hui de revenir à un statut un peu plus conforme à la réalité, même si Paris est capitale, et on entend évidemment les arguments qui ont été échangés. Moi je le vois notamment sur tout ce qui concerne les mises à l'abri avec les migrants, avec les
Bon, là, on a encore eu la manifestation, on verra tout à l'heure, sur Rome. Enfin bon, voilà. Il y a des choses aussi qui, aujourd'hui, fonctionnent d'une manière qui, de mon point de vue, pourrait être un peu plus simplifiée. Et il y a des problèmes qu'on a à Paris qu'on n'aurait pas si on était un peu organisé différemment et si le statut changeait. Donc, moi, je suis très favorable à cette évolution. Juste pour dire quand même à la fois je dis ça, mais je dis un bémol un peu qui a été dit par Daniel, c'est-à-dire que dans le cadre d'une réforme aujourd'hui, et on voit à quel point ça peut être désastreux au niveau des départements. Au niveau des départements, aujourd'hui, il y a des départements qui vont être en faillite, qui vont ne plus pouvoir se financer. On a il ne faudrait pas que la réforme serve de cheval de Troie à justement en rajouter sur ce qu'on considère qu'aujourd'hui, qui est un fondement et que nous on a été très attachés, c'est-à-dire les départements. Évidemment, Paris est un département, donc ça c'est incontournable. Mais voilà, il ne faudrait pas que cette réforme-là permette de mettre à bas des départements qui sont déjà fortement menacés. Donc nous, on sera très vigilants par rapport à ça et bien sûr à toute la défense du service public. Mais bon, comme beaucoup a été dit, je vais m'en tenir là pour le moment. Merci Jean-Bernard Brault, puis Daniel Vaillant, et puis on va conclure. Merci Monsieur le maire. Deux précisions rapidement. La première est que le mot final, au-delà des 3 vœux que nous étudierons et que nous voterons forcément, puisque nous soutiendrons au groupe RGCI cette réforme, au prochain Conseil de Paris, le mot final reviendra au Parlement, puisqu'il faut modifier la loi. Donc certains l'oublient, mais les grands pouvoirs de la ville de Paris sont limités. On ne peut pas modifier les lois encore, ça viendra peut-être. Deuxièmement, a été oublié de préciser, et je tiens à le faire, c'est que tout ça s'appliquera qu'en 2020, et non pas tout de suite, non pas en 2016 comme on aurait pu l'imaginer tout à l'heure, puisqu'on ne peut pas modifier les règles du jeu en cours de la partie. Et nous sommes en cours d'une partie qui se terminera en 2020. Enfin, et dernier point, c'est mon observation, nous, on aurait préféré plus d'audace, plus d'ambition, et on aurait aimé qu'on envisage de regrouper les 10 premiers arrondissements. Pas en un seul, mais regrouper le 5 et le 6, c'était le 8, le 9 et le 10, pourquoi pas uniquement les 4 premiers. Bon, j'ai bien compris que ça supprimait trop de mairies de droite et que ici, ça pouvait déplaire, mais bon, moi, personnellement, ça me déplaisait pas qu'on supprime des mairies de droite. Bah oui, mais bon, c'est pas grave. Fallait de l'ambition. On n'a pas voulu, on recule devant l'ambition de supprimer des petites mairies. 5 et 6, franchement, c'est pas mieux. 5 et 6, 7 et 8, c'est pas mieux. Dans le 8, il y a plus d'habitants. Voilà, enfin, je le regrette. Néanmoins, je passe les 2 points premiers. Nous sommes d'accord sur la fusion du département et nous voterons cette réforme. Je vous remercie. Merci. Gardez votre calme, monsieur Honoré, vous en aurez besoin. Monsieur Vaillant. Oui, je vais être bref parce que une fois de plus, soumis à l'attachement du fonctionnement de la ville, de son amélioration, de la proximité, et en même temps, j'appartiens à une majorité, je suis parlementaire, comme le disait Jean-Bernard Brault, c'est la loi. Et la loi, c'est les parlementaires qui la votent. Donc, comme j'ai déjà vécu des enthousiasmes déçus, en 1982, où le gouvernement annonçait 20 mairies de plein exercice, durant environ une dizaine d'heures, et que cela s'est terminé, comme vous savez, par un grand chelem. Bon, je pense qu'une démarche positive d'évolution est nécessaire et que ça me paraît une très bonne idée. Après, sur les enthousiasmes, les ambitions, il faut faire preuve de réalisme, de pragmatisme, cher Jean-Bernard. J'étais d'accord avec tes 2 premiers points. Je m'éloigne de ta préoccupation concernant le chamboulement des arrondissements, y compris si on a les mêmes préférences. Nous sommes des amis proches et nous partageons les mêmes objectifs. Donc, pour être plus sérieux, tout ce qui va dans le sens d'une évolution, de l'amélioration et de l'intérêt général des Parisiens. Moi, ça me semble une bonne chose. Je vois d'ailleurs pas pourquoi ça pourrait faire débat entre droite et gauche s'il s'agit d'améliorer le service rendu aux Parisiens. En même temps, je veux le redire, comme parlementaire, là, je suis très attaché au fait que Paris reste la capitale du pays, avec des institutions. On ne peut pas dire que Paris et Marseille, c'est la même chose. Et d'ailleurs, je
ne veux pas être long, mais enfin, on l'a vu en janvier 2015 et en novembre 2015. C'est à Paris qu'ont frappé les barbares. Bon, et donc, il faut bien en tirer des leçons pour sécuriser la capitale, qui reste la capitale d'un grand pays, la France. Donc moi, je suis personnellement, pas comme ancien ministre de l'Intérieur, je vous rassure, je n'ai aucune velléité de ce côté-là, mais pour une préfecture de police qui dispose des moyens de prévention, de maintien de l'ordre et de sécurité. Et donc, pour moi, c'est des éléments quand même essentiels. Parce que là, on n'est plus sur la politique de gauche, de droite ou du centre. On est sur l'intérêt bien compris des Parisiens. Après, sur les 3 éléments, très franchement, au débat, et merci au maire d'avoir esquissé cette discussion, à part le public qui est très averti puisqu'il vient en conseil d'arrondissement, mais sur 205 000 habitants du 18e, qui sait qu'il y a un département et une ville, institutions distinctes, financement distinct, compétences distinctes? Personne. Donc je ne crois pas que les Parisiens vont s'émouvoir de la fusion entre la ville et le département. S'il s'agit d'être plus efficace, ça me semble une bonne idée. Il faut évidemment tenir compte de la réflexion de Gérald Briand sur les départements de la Petite Couronne, par exemple. Mais il est évident qu'ils n'ont pas attendu la réforme pour être en difficulté financière. Donc, il faut tenir compte de tout. Mais une évolution métropolitaine nécessitera bien évidemment des aménagements. Et moi, ça me choque pas que la ville envisage cette fusion, y compris pour faire des économies et pour être plus efficace. Sur la question des transferts de compétences, je ne veux pas être plus long, il y a des transferts nécessaires. Mais je vais donner un exemple, monsieur le maire. Que les papiers d'identité, les passeports, etc., redeviennent non pas comme c'était avant, parce que c'était pas la mairie d'arrondissement, c'était la préfecture de police qui disposait d'un service en mairie d'arrondissement. Bonjour les emmerdements en parlant vulgairement. Et c'est moi qui, dans le 18e, ai fait fermer l'antenne de la préfecture de police, j'avais quelques pouvoirs pour le faire à l'époque, et pour ouvrir des bureaux dans les locaux du ministère de l'Intérieur, rue Achille Martinet. Eh bien, m'en a pris. Parce que la confusion des gens n'était pas bonne. Et voir des gens sous la pluie, au froid, faire 100 mètres de queue pour avoir des papiers que, manifestement, l'antenne de l'APP était hors d'état de leur donner dans de bonnes conditions, je suis pas prêt, moi, à envisager de revenir à cet état. Donc ça voudra dire non seulement des transferts de compétences, mais des transferts de moyens énormes, y compris en matière de locaux. Ce ne sera pas la mairie d'arrondissement qui ne pourra pas le faire, cher Vincent de Vater. Donc voilà, il faut y aller avec pondération, une forme d'humilité. La seule chose qui doit nous guider, c'est le service rendu aux Parisiens, et pas au détriment de la sécurité. Sur la fusion des 4 arrondissements, écoutez, bon, moi je vois bien que c'est une nécessité d'organiser mieux la démocratie à Paris, et il ne faut pas que ça apparaisse, parce que ça ne doit pas être ça, une manœuvre électorale, encore moins préélectorale. Non, mais moi je dis les choses comme je les ressens, parce que ça échouera à ce moment-là. Voilà. Donc moi je pense qu'il faut raisonnablement envisager de rationaliser, comme ça a été dit ici, mais il ne faut pas que ça soit une démarche qui soit inspirée par des arrière-pensées, et je crois que ça ne l'est pas. Après, il faut regarder les modalités. Maintenir les arrondissements, vous savez, vouloir les supprimer, ce serait là encore, les arrondissements, ça n'ira pas plus loin. En revanche, rationaliser, il y a bien des secteurs à Marseille, et ça marche pas si mal que ça, pourquoi pas. Donc, moi, je reste ouvert, prudent, je suis parlementaire, je verrai le texte qui éventuellement viendra à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse, à la commission des lois, y travailler. 2 derniers points, monsieur le maire, je ne serai pas plus long. Je suis résolument hostile, pour les raisons que j'ai évoquées, à une police municipale à Paris. Je le dis, je ne sais pas ce que mon groupe à l'Hôtel de Ville pensera. J'ai jamais été pour, parce que c'est pas parce que ça remonte à l'an Messidor en 8 qu'il faut jeter cette organisation. D'abord, je suis pas sûr que pour les maires d'arrondissement ce sera un cadeau,
Bon, voilà, mais enfin. Mais il y a des questions liées à la sécurité, à la fluidité de la circulation, les problèmes que ça pose. Je trouve que le compromis qu'on avait trouvé en 2001, je m'en souviens bien, avec Bertrand Delanoë, a été quelque chose de relativement équilibré. Ça peut encore bouger. Mais enfin, sur les voies parisiennes et sur la police municipale, je suis contre. Parce que je pense que c'est une confusion des genres. Et à Paris, je crois que ce serait tout à fait néfaste. Enfin, dernier point, Monsieur Honoré, désolé de vous le dire, je ne voterai jamais une loi où il y aurait le maire de Paris élu au suffrage universel directement. Pas plus d'ailleurs que maire d'arrondissement. Moi, à titre personnel, je l'ai écrit, je suis contre l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Ça pousse à des trucs, à des machins, y compris à des primaires d'ailleurs, dont on sait jamais comment, on sait où ça commence, on sait jamais où ça se termine. Mais je suis contre la personnalisation de la vie politique, je suis contre la présidentialisation, parce que on risque toujours d'avoir le pouvoir personnel, sauf quand il y a un Parlement qui contrôle. C'est le cas aujourd'hui en France. Et vous imaginez, quel qu'il soit, un maire de Paris qui serait élu indépendamment des élus municipaux qui le soutiennent à l'hôtel de ville. Philippe Séguin avait inventé ce truc-là à un certain moment. Moi, j'y suis totalement hostile. J'ai été maire ici pendant un certain nombre d'années. Il y avait un avantage, c'est qu'on fait partie d'une équipe. Il y a un collectif, il y a un pluralisme. Et le maire, élu, comme l'est Éric Lejoindre aujourd'hui, il est élu d'une majorité, il faut discuter, il tient compte de l'opposition. Et moi, je pense qu'un maire qui serait directement élu, il n'y a pas une ville de France où il y a un maire directement élu par les citoyens. Heureusement, ça sera les potentats locaux qui, à mon avis, feraient dévier la démocratie. Donc, pardonnez-moi de vous le dire, Monsieur Honoré, je suis totalement hostile à l'élection du maire au suffrage universel direct. Vous savez, le second degré, ça a aussi les avantages. C'est la modération, c'est la démocratie, voilà, c'est le pluralisme. Je trouve que c'est mieux parce que il y a déjà trop de caporalisme en politique pour qu'en plus on s'en ajoute un autre. Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup pour ce débat et tous les arguments qui ont été échangés. Je ne vais pas reprendre la parole. J'ai dit ce que j'avais à dire. Simplement, un mot d'abord. Je partage totalement l'avis de Daniel Vaillant concernant l'élection des maires. Et je l'ai dit d'ailleurs à la cérémonie des vœux. Être maire, c'est d'abord être à la tête d'une équipe. Et pour être à la tête d'une équipe, le mieux, c'est quand même d'en dépendre. Et donc, c'est tout à fait utile et légitime que le maire dépende du conseil d'arrondissement pour ce qui est de notre structure et du conseil de Paris pour ce qui est de la maire de Paris. Sans quoi, on est face à deux légitimités qui s'affrontent. Et s'il y a un conflit, il peut plus être résolu. Et donc, je suis absolument convaincu que les maires doivent être élus par leur conseil et que leur conseil, les conseils doivent pouvoir d'ailleurs démettre les maires le cas échéant parce que c'est comme ça que fonctionne la démocratie. Et c'est comme ça que on aboutit à des meilleures décisions. Je voulais juste dire un mot sur l'intervention de Madame Méal. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont justes sur la question que j'ai entendu revenir de la question électorale. D'abord, la réforme que nous proposons au Parlement, qui verra le jour en 2020, n'influera en rien le redécoupage des circonscriptions législatives. Les députés ne sont pas du tout concernés par cette réforme et les circonscriptions telles qu'elles ont été définies d'ailleurs par la précédente majorité à Paris ne bougent pas, ne sont pas prévues de bouger, n'ont d'ailleurs aucune raison de bouger. Elles sont d'ailleurs déjà relativement indépendantes des arrondissements. Vous savez que sur les 3 parlementaires du 18e, les 3 sont aussi parlementaires d'un autre arrondissement, le 19e, le 9e et le 17e. Et donc c'est une question qui n'a rien à voir avec les questions électorales à venir. Et j'ajoute, pour ceux qui sont, et vous savez que c'est mon cas, des bons calculateurs de phénomènes électoraux, le fait de fusionner uniquement les 4 premiers arrondissements est la seule réforme qui permette que le Conseil de Paris ne change pas de nature. Il n'y aura pas un conseiller de plus à gauche ou un conseiller de plus à droite avec la fusion de ces 4 arrondissements, ce qui ne serait pas le cas effectivement si on fusionnait d'autres arrondissements. Et c'est aussi un des enjeux. Moi, je suis assez d'accord pour dire qu'il aurait été souhaitable d'aller sans doute plus loin, mais aller plus loin, c'était effectivement changer la représentativité gauche-droite du Conseil de Paris, et c'est justement ce que nous voulions éviter. Et donc, on en est là à cette première étape, mais c'est aussi un élément de démocratie majeur, cette fusion. Aujourd'hui, dans un certain nombre d'arrondissements centraux, parce qu'il y a moins de 3 conseillers de Paris, les oppositions ne sont pas présentes au Conseil de Paris.
Il n'y a pas de conseiller de Paris de l'opposition dans le premier. Il n'y en a pas dans le deuxième, et il n'y en a pas dans le quatrième. Il n'y en a pas dans le septième non plus, mais ça, c'est parce que les résultats électoraux ont fait que la gauche n'a pas acquis de siège électoral. Dans les autres arrondissements, il n'y a pas la possibilité, compte tenu du faible nombre de conseillers de Paris, un seul ou deux, de représenter l'opposition. Et je ne suis pas sûr que ce soit très sain. Et donc je pense que d'avoir une base électorale plus importante, un nombre de conseillers de Paris plus important, permettra de représenter l'opposition de ce secteur central, ce qui est une bonne chose au Conseil de Paris, et par ailleurs ne modifie pas les équilibres. Et donc là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Je comprends les maires d'arrondissement qui ne le sont plus, de fait, puisque leur secteur évoluera. En même temps, être maire d'une collectivité de 20 000 habitants, c'est pas exactement la même chose qu'être maire du 18e arrondissement de 204 000 habitants. Et les enjeux de proximité sont essentiels, mais ils sont aussi essentiels pour nous. Et Galabridier l'a dit, moi je partage absolument cet avis. Les enjeux de proximité sont essentiels, et à nous aussi de nous interroger sur la façon dont nous rendons le service public, à la fois en matière administrative, et on peut, certains arrondissements ont fait des expériences de mairie mobile qui permettent d'aller plus à la proximité des habitants pour rendre le service public, et surtout dans la pratique politique et dans la constitution des projets, que nous soyons en avance pour aller au-devant des habitants. Et c'est ce que je crois nous faisons dans le 18e et que nous allons continuer à faire. Merci beaucoup à tous pour ce débat vraiment qui a été, je crois, de bonne qualité.